Eh bien oui, les Barbus de Bègles sont champions de France. Ils ont tenu leur pari et leur gageure cet après-midi. En effet, au stade de Gerland à Lyon, ils ont battu le stade toulousain par 11 points à 9. Il faisait beau, il y avait même du soleil sur Gerland. Toulouse est à droite sur votre écran en maillot foncé, alors que Bègles joue avec son traditionnel maillot à damier bleu et blanc. Et sur cette action, la Fourcade se trouve hors jeu. Par conséquent, c'est une pénalité de 48 mètres. Pierre Villepreux réussit son coup de pied et le Stade Toulousain prend l'avantage à la marque par 3-0. Et ça repart du côté béglé, bien que souvent les joueurs de Bègles aient été privés de ballon. Là, l'Arnaudi va glisser et regardez Trio qui, comme une fusée, surgit et va marquer entre les poteaux. Entre les poteaux, on essaie que Campagne transforme. Et à ce moment-là, Bègles mène, c'est le score à la mi-temps, par 8 points à 3. Mais alors, la fin de match va voir une très vive réaction des Toulousains. Voici une très belle attaque classique. Villepreux démarque ses centres et la balle file jusqu'à Puig, qui va aplatir l'essai après une feinte de place. Un très bel essai de la part de Toulouse. Mais quand même, Bègles l'emporte par 11 à 9. Alors, à qui la faute? Certainement une paire, ce jour-là, très complice dans la vie, et qui l'est toujours, c'est Jean-Louis Béraud qui jouait demi-mêlée, et moi qui jouais demi-d'ouverture. Et bien certainement, si on a perdu, c'est peut-être que les deux demi, ce jour-là, ont particulièrement été minables. Par rapport à certaines équipes où nous passions beaucoup de temps ensemble, on se retrouvait au moins une fois par jour. On n'avait que 2 entraînements par semaine, mais on se voyait tous les jours. Et c'est ce qui a formé ce climat, cette famille. 40 ans après, on s'est retrouvés et c'est toujours la même chose. C'est ce qui est plaisant. Dans le rugby, c'est ce qui est important, la camaraderie. Dans la grande famille du stade, la couleur importait peu. J'ai découvert vraiment que j'étais pas comme les autres le jour où, en équipe de France, il a fallu aller en Afrique du Sud et on m'a dit que j'étais noir. Ça ne m'a pas surpris, je me voyais tous les jours. Mais disons que je n'y prêtais pas d'attention. Et à partir du moment où il a fallu choisir, voir un peu l'équipe de France, c'est ce qu'ils allaient décider, ils ont mis un moment avant de m'emmener avec eux. Donc c'est là que j'ai senti que j'étais noir. On ne peut pas dire qu'on avait une équipe tremblante, mais le Stade Toulousain avait retrouvé une place dans le rugby français parmi les meilleurs. Si les années 70 ont vu l'arrivée à Toulouse d'une génération de joueurs qui marqueront son histoire, mais aussi l'histoire du 15 de France, elle ne permettra pas de ramener le bouclier sur les bords de la Garonne. Et comme leurs aînés, Scrella, Spanghero et Rive, ne brandiront jamais le Brennus. J'avais un professeur d'éducation physique qui s'appelait Monsieur Cassagne, je me rappelle. Et Paul, exactement, qui m'avait trouvé quelques qualités pour traverser notamment la porte vitrée du gymnase. Donc il a dit, il faudrait que tu joues au rugby, peut-être ça te conviendrait. On prenait le bus, on partait à la guerre, on rentrait pour le goûter. C'était formidable. Moi j'étais un petit garçon effectivement un peu solitaire, et tout d'un coup on m'a mis au milieu d'une bande de copains. C'est surtout l'aventure humaine que j'ai vécue, et surtout la complicité que l'on avait entre Toulousains, et notamment avec Jean-Claude Scala. Et voilà, et ça va au-delà du jeu, ça va au-delà du terrain, et ça va au-delà du temps. Rive, Scrella, Spanghero, Jean-Pierre numéro 6, Jean-Claude numéro 7, Walter numéro 8. 278 kilos à eux 3, 1,83 m de moyenne, plus de 100 sélections en équipe de France pour l'une des 3e lignes les plus célèbres du monde, celle du Stade Toulousain. Si Jean-Pierre et Jean-Claude sont en équipe de France, c'est que ce sont sûrement les meilleurs du moment. Et partant de là, je suis au milieu, je m'amuse beaucoup avec eux. Et je pense qu'on peut s'amuser si l'équipe s'amuse. On est 15 sur un terrain. Et notre ligne dépend beaucoup du centre de devant, de l'équipe entière. Et je crois que l'actuel, ça vient. Petit à petit, on va faire du bon travail. Rive et Spanghero, c'est l'amitié, mais ça représente tout le stade toulousain en entier, qui, quoi qu'il soit dans la difficulté ou dans la joie, je pense qu'on sait se retrouver. Et malgré les défaites, on reste tous très unis, très groupés autour de ce jeu qu'est le rugby. Avec Jean-Pierre et Jean-Claude, on a passé 2 années extraordinaires. La première année difficile parce que
on jouait le maintien et on s'est maintenu. Et puis la deuxième année, on a eu la chance d'arriver en quart de finale. Walter Spanghero, troisième ligne centre. Il joue ici avec le numéro 4. 1m89, 100 kg, 24 ans. Vous savez, la première fois que je suis entré sur un terrain de rugby, j'ai demandé à l'entraîneur qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Il m'a répondu, il faut avoir les moyens physiques, tous les ans, on s'en est aperçu, il n'y a aucun souci. Être toujours le premier sur le ballon, et quand tu parles quelqu'un, je veux entendre un bruit. Spanghero, une nature. Une santé et une volonté farouche. Je ne m'arrêtais pas à des petits bobos, quoi. Au contraire, ça me donnait envie d'aller encore plus loin et de m'engager beaucoup plus. Je me rappelle d'un match que j'ai terminé avec 5 fractures à la main et lorsqu'il sortait, il y a le sang qui pissait. Ça m'est arrivé à la mi-temps et j'ai terminé le match comme ça et j'ai fait peut-être le plus grand match de ma vie. Les joueurs de rugby deviennent de plus en plus des athlètes et sur le terrain de rugby, ça va de plus en plus vite. Donc les contacts font de plus en plus mal et certains joueurs se vexent et ils se laissent aller à ces gestes qui sont interdits sur un terrain de rugby et qui sont vraiment navrants car je crois que le rugby est un jeu avant tout. On rentre sur un terrain pour s'amuser, pour se libérer et il ne faudrait pas que ça devienne un jeu trop brutal. Le rugby commence devant. Voilà. Et nous, devant, malheureusement, on avait une bonne petite équipe, mais on n'avait pas une équipe pour jouer les premiers rôles. Ensuite, après est arrivé quelques bons piliers, quelques gros piliers, une bonne deuxième ligne, et partant de là, le jeu a tout à fait changé, c'était plus le même, quoi. Supporter qui était formidable, il avait trouvé la formule, il dit vous n'êtes pas champion de France mais vous êtes champion du rugby français. Alors on était très contents parce que nous avions ce titre, on l'avait finalement à perpétuité et c'était bien sympathique. Tous les garçons sont confiants, je crois que nous n'avons pas joué une finale depuis 11 ans au Stade Toulousain et comme disait un ancien du Stade Toulousain Bergognon, pour jouer une finale encore faut-il la jouer. Alors nous allons jouer, et bien sûr nous allons jouer pour gagner, ça c'est sûr. Ça c'est Rive et c'est le coup d'envoi. Et tout de suite, nous allons passer dans le feu de l'action. Morisson introduit, ça tourne. Bionomo donne à Fabre qui était là. Regardez là, l'exploit technique de Fabre qui va tout seul marquer. Et c'est Bionomo qui va ramasser tout seul et va y aller tout seul. On ne le voit pas très bien là, mais on va le voir au ralenti un peu mieux. C'est l'essai clé, l'essai qui va amener, parce qu'il va être transformé par Cantoni, Béziers à la 35e minute à 10-0. Et nous allons passer maintenant en deuxième mi-temps, qui a été dominé, il faut bien le dire, en grande partie par le Stade Toulousain, qui attaque sans arrêt. Un jeu fantastique à Bernet donne à suivre là, pour Noves, l'ailier gauche. Et regardez de combien va manquer l'essai. Hop, à l'avant. Et l'essai n'est pas accordé, il y avait une faute en avant. Et voilà une petite combinaison amenée par Gabernet, très bien d'ailleurs, et vous allez voir cette attaque. Regardez-moi ça, s'ils attaquent. Coup de pied à suivre. Cantoni là va se faire couvrir. Pof! Balle lâchée. Vous voyez l'engagement physique. J'ai fait exprès de passer ces images. Il n'y a pas un mauvais coup là-dessus. Pas un mauvais coup. L'arbitre a sifflé. Pénalité. Et Martinez va réussir son deuxième coup de pied de pénalité de la journée. 10-6. Ah! Il ne reste plus que 4 points. Un essai suffirait à jouer les prolongations. Martinez qui fait allez-y, allez-y, allez-y. Et là, vous allez voir comment le Stade Toulousain, qui a encore des ressources, c'est la charge de la cavalerie légère, de la cavalerie folle. Tout le monde va toucher la balle à Toulouse. Il reste 30 secondes à jouer. Regardez. Les Noirs attaquent. Les Noirs ont la balle. Elle ne meurt pas, cette balle. En avant, on va la faire revivre. Et voilà. Ariz à la balle et Gabernet va avoir la balle de match. 1 mètre. Hop. Ah là-bas, regardez la ligne de but où elle était. 1 mètre. Et l'essai n'y est pas. Et 1 minute à jouer. Je vous laisse, c'est fini. Bravo aux Biterrois, mais bravo aussi aux Toulousains qui ont fait honneur au rugby et à leur maillot.
Ce mois de mai 1980 ne sera pas seulement celui d'une finale perdue. 73 ans après son inauguration, le terrain Ernest Vallon ferme ses portes des Ponts-Jumeaux pour s'installer quelques centaines de mètres plus loin. André Brouat prononce un discours d'adieu pendant que l'on descend des poteaux les plus hauts du monde un drapeau rouge et noir. Le soir des soirs va dans l'ombre quotidienne noyer à jamais les Ponts-Jumeaux. Laissez avec force, avec soin, vos yeux faire le tour à la recherche de vos fantômes. Notre terrain et notre stade cristallisent une âme collective, lucide et courageuse, en même temps ferme et fragile, grande et belle, à la mesure de la condition humaine. Les enfants sont les pères des hommes. Le dimanche, ils revêtiront leur maillot rouge et noir comme nous, simplement.